Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission qui reprend après une longue interruption due à la COVID-19. D'ailleurs, dans cette première émission, on va parler de la COVID-19 avec notre invitée, la docteure Isabelle Ferdinand, médecin, chef de service à l'hôpital Notre-Dame, chef de service en rhumatologie. Elle est aussi membre du comité équité, diversité et inclusion de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, membre de l'Association des médecins rhumatologues du Québec. Isabelle, vous êtes aussi très impliquée sur le plan académique avec la formation et l'évaluation de résidents en médecine. Parlant d'implication, vous êtes gouverneur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Et à votre actif, plusieurs publications. Un CV vraiment impressionnant. Bonjour Isabelle. Bonjour, Caddy. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je pense que tu es à l'hôpital dans ton cadre de travail. Effectivement. Le plaisir est partagé. Voilà. Isabelle, on va commencer d'abord par la médecine. Comment vous êtes venue à la médecine? Est-ce que c'est un choix ou vous venez d'une famille de médecins? Je ne viens pas d'une famille de médecins. Effectivement, pour moi, ça a été un choix. Puis avant d'appliquer en médecine, j'ai travaillé comme nutritionniste à peu près 2 ans dans le réseau anglophone. Puis la passion pour la médecine est vraiment venue du fait que je côtoyais sans cesse des médecins, d'autres professionnels de la santé. Puis je vous dirais que la passion, elle a grandi. Ma famille aussi nourrit cette passion-là, mes collègues de travail également. Puis j'ai finalement appliqué en médecine sur mon heure de dîner. Là, je me rappelle encore, sur mon heure de dîner, j'ai fait l'application. Puis par la suite, j'ai eu une réponse positive. Fait que ça a été un choix qui s'est fait plus tardivement dans mon cas, suite à une nouvelle passion. D'accord. Mais ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Quand on parle de médecine, d'architecture, d'ordre des ingénieurs, on se rend compte que c'est des secteurs très, très difficiles à percer, à rentrer, et surtout quand on est une minorité racisée. Vous êtes d'origine haïtienne? Et oui, effectivement. Voilà. Est-ce que ça a été facile pour vous? En fait, je pourrais dire que dans mon cas, les astres ont été alignés parce que oui, effectivement, là, je suis d'origine haïtienne, je fais partie d'une minorité visible à risque de racisme, comme vous dites, sauf que je viens aussi d'une famille que je vais juger assez privilégiée. Un de mes parents avait fait des études universitaires auparavant, mes parents avaient quand même un bon revenu familial, fait que j'ai quand même été privilégiée. J'ai pas eu nécessairement à payer pour mes études de médecine, ça a été mes parents, fait que j'ai eu de la facilité par rapport à mon environnement, par rapport à ma famille. Puis d'un autre côté, j'avais quand même les compétences, les aptitudes, j'avais quand même des bons résultats scolaires. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Il faut quand même avoir un bon dossier académique. Fait que j'avais quand même un bon dossier académique. Fait que je vous dirais que le parcours, effectivement, c'est difficile, mais ça a été faisable. Puis peut-être que j'ai eu des facteurs facilitants là. D'accord. Des facteurs facilitants, est-ce qu'il y a eu des défis en cours de formation quand vous avez commencé votre travail, des défis comme médecin, jeune médecin, mais aussi comme femme? Voilà. Mais c'est sûr que j'ai eu quelques défis là. En début de carrière, c'est sûr que j'ai fait ma formation à Québec. Fait que c'était le premier défi, c'était de quitter la famille, quitter la région de Montréal pour aller m'installer à Québec, de m'intégrer à la ville, aux nouveaux collègues. Ça aussi, ça a été une étape, une étape à franchir. Puis en tant que jeune médecin, je vous dirais que je suis la chef de service, là, fait que je me suis beaucoup impliquée. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un défi, mais je me suis beaucoup impliquée pour faire un peu valoir mes connaissances, mes aptitudes. Je me suis beaucoup impliquée dans la qualité des soins à l'hôpital Notre-Dame, aussi dans des comités administratifs sur comment on voit l'hôpital Notre-Dame dans les années à venir. Fait que je me suis beaucoup impliquée, puis par mon implication, je crois, j'ai eu cette opportunité-là de devenir chef de service. D'accord. Et je pense qu'il faut mettre les efforts. Là. Voilà, en fait, c'est en persévérant puis en vous impliquant que c'est possible quelque part. Voilà. Et on est en contexte de COVID-19. On revient à votre travail, à ce que vous faites. Alors, j'imagine que comme chef de service, ça doit être
très, 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 très actif. Vous avez eu des mois de braise, comme on dit. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça encore, Isabelle? Je te dirais qu'elle dit qu'effectivement, ça a été vraiment difficile les premiers mois. Là, si on se reporte au mois de mars, là, premièrement, bon, les visites des patients ont été suspendues. On a dû se rediriger vers la télémédecine, beaucoup d'autres spécialistes. Par la suite, on avait des meetings tous les jours. Là. Tous les jours, il y avait des meetings. Tous les jours, on avait des nouvelles façons de faire. Bon, on s'entend que c'est un nouveau virus, nouvelle façon de faire. Bon, on a vécu avec les limitations du matériel de protection. Fait que tous les jours, on avait des formations sur l'équipement de protection, sur comment qu'on allait construire une nouvelle unité COVID, parce qu'à l'hôpital Notre-Dame, il y a eu des articles dans les journaux là, qu'on a créé un hôpital dans un hôpital pour pouvoir accueillir des patients COVID. J'ai pas été personnellement impliquée dans toute l'administration pour pour la construction de cet hôpital à l'intérieur de l'hôpital, mais on a participé un peu dans les réunions, on a donné nos points de vue. Fait que je vous dirais que fin mars, très exigeant physiquement parce que je pense que j'ai été la première médecin à ouvrir l'unité. Là, avec le matériel, là, le masque, la visière, il faisait chaud. Puis une fois sur l'unité, non, mais c'est vrai, c'était très exigeant physiquement, difficulté à respirer, la chaleur. Une fois qu'on est sur l'unité, on peut pas boire, on peut pas enlever notre équipement, on peut pas on peut pas s'arrêter 2 secondes pour aller à la salle de bain. Fait que c'était des blocs de 4 à 6 heures sans boire. Il fallait voir les patients. Fait que je vous dirais que juste le fait d'avoir l'équipement, c'était exigeant physiquement. D'un autre côté, ça a été exigeant émotionnellement parce qu'on a accompagné des patients en fin de vie. Plusieurs fois par semaine, nous avons eu des décès. Puis les gens, à ce moment-là, les familles ne pouvaient pas venir visiter les patients en fin de vie. Fait que là, il fallait faire des Zooms, il fallait faire des appels téléphoniques avec la famille pour avoir un accompagnement pour que le patient puisse mourir dans la dignité. Fait que ça a été difficile émotionnellement. Puis aussi sur le moral. Aussi, là, je vous dirais que le fait de travailler de longues heures, du 10, 15 heures par jour, rentrer à la maison, retourner au travail, de voir des décès, puis de savoir qu'on ne peut pas prendre de vacances. De vacances, oui. Puis en arrière-plan aussi, les précautions pour ne pas ramener la maladie à la maison aussi. Oui, exactement. Voilà. Oui, j'avais une structure très rigide. Je passais par le garage. J'enlevais tous mes vêtements dans le garage. Après, c'était la douche. On se lavait les cheveux au complet tous les jours. Fait que ça a été... ça a changé notre façon de faire de la médecine, puis ça a changé aussi la vie de tous les Québécois, tous les Canadiens, la COVID. Là. Fait que je te dirais que ma réalité des 3 derniers mois a été très, très bouleversée, puis très exigeante sur le plan physique, émotionnel, psychologique, moralement. Je vous dirais que maintenant, on commence à retourner à une nouvelle normale. D'accord. Donc, on s'en va vers la normalité, mais pendant cette période-là, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Vous avez parlé des patients en fin de vie, j'imagine c'est sur le plan émotionnel, mais y a-t-il d'autres choses qui, en tant que femme, en tant que médecin, pendant cette période où vous étiez au front, puis que les gens rongeaient leurs freins chez eux, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Isabelle? Bien, en fait, pour le vrai, qu'est-ce qui m'a marqué? Une des choses qui m'a marqué, c'est vraiment la solidarité puis l'entraide. Parce que oui, nous étions au front à tous les jours. Puis à un moment donné, bien, on manquait de bras. Puis toute la population l'a vu. Il y a eu des appels à la population. Fait que je vous dirais pas que les soirs que j'allais en CHSLD pour offrir des soins, bien, de rencontrer une mère à la maison qui était d'habitude à la maison, mais qui venait donner du temps bénévolement, de voir une nutritionniste, une avocate qui venait donner du temps bénévolement, aider à soigner les malades, à changer les malades. Je pense que c'est ça qui m'a plus marqué. Puis aussi, la notion de tâche élargie pour tous les professionnels, je vous dirais que tout le monde s'entraidait. Il y avait moins un peu les barrières entre médecins, infirmières, préposés, etc. C'était l'entraide et la solidarité. OK. C'est parfait. C'est ce que ça prend en période de pandémie. Hein? C'est une nouvelle réalité pour tout le monde, pour le gouvernement, pour vous les médecins et tout. Mais maintenant, est-ce qu'on en est sorti? Est-ce que c'est fini, la COVID?
J'espère, je voudrais dire oui parce que, mais non, je vous dirais que ça va de mieux en mieux. Là, on voit tous les jours qu'il y a moins, le nombre de cas diminue, il y a moins d'hospitalisation. Fait que ça va de moins en mieux, mais il faut rester sur nos gardes. T'sais, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Là. On regarde un peu ce qui se passe à Pékin, on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, en Floride. Fait que nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième vague. Fait qu'il faut rester aux aguets. Il faut continuer à pratiquer la distanciation sociale, la bonne hygiène des mains, puis le port du masque. D'accord. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec le plan de déconfinement? Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous, au niveau des hôpitaux, vous voyez ça comment? Est-ce que vous avez une peur de vous retrouver avec une deuxième vague, comme vous l'avez dit? Oui. Je dirais que la question, oui, c'est par rapport... en fait, la réponse, oui, c'est par rapport à, oui, on craint une deuxième vague. Puis oui, dans les hôpitaux, on a peur de se retrouver en une deuxième vague parce que tout le monde a trouvé ça éprouvant, cette situation-là. Là. Tout le monde a trouvé ça très, très, très éprouvant. Fait que je vous dirais que oui, on craint une deuxième vague. Bon, par rapport à la question sur le déconfinement, bien, je crois que d'un point de vue psychologique, le déconfinement, on était rendu là. On n'a pas le choix de déconfiner, mais je pense qu'il faut être prudent avec le déconfinement. Je pense qu'il faut y aller vraiment par étapes, lentement, progressivement, parce qu'on ne voudrait pas se retrouver dans la même situation que nous étions en mars. Hein. Voilà. Fait que oui, il faut déconfiner parce que les gens ont besoin du déconfinement. En plus, c'est l'été, il fait beau, ça va être difficile de rester confiné puis de gérer ça, mais il faut être très, très prudent. Puis c'est pour ça que je dis même en période de déconfinement, bien, on n'a pas le choix de garder certaines mesures là, de règles de distanciation sociale. On n'aura pas le choix. Non? OK. Et la peur aussi que le système de santé soit encore éprouvé. On s'est rendu compte que le Québec a résisté, mais le Québec a eu plus de morts que partout ailleurs dans le Canada. On parle beaucoup de réformes du système de santé. Et vous, quelles sont vos préoccupations comme chef de service par rapport à ça? Et vous pensez que ça va être pris en charge? Bien, j'espère que oui. Parce que, tu sais, on a vu que, bon, pendant cette pandémie-là, on avait certaines lacunes, que ça soit au niveau du manque de personnel, que ça soit au niveau du manque de ressources en tant que le matériel de protection. Fait que j'espère que toutes les préoccupations qu'on a mis de l'avant vont être prises au sérieux puis qu'il va vraiment avoir des changements concrets parce que on veut être prêt. S'il y a une deuxième vague, on veut être prêt puis on veut pas manquer de masques, par exemple. On veut pas manquer de personnel. On veut que les gens puissent aller au front tout en sachant que, bon, ben vous allez avoir un temps d'arrêt pour vous reposer. On veut être prêt. Fait que j'espère qu'il va y avoir ce changement-là, cette réforme-là au niveau des soins de santé pour être prêt pour des situations ultérieures. Puis Isabelle, est-ce que les anges vont aller en vacances, finalement? Oui. En fait, il y avait un arrêté ministériel depuis le mois de mars qui empêchait certains professionnels de la santé de prendre des vacances. Mais on a entendu la ministre Mécan à plusieurs reprises qu'elle disait que les vacances vont être possibles cet été. Puis je crois qu'avec la diminution des nombres des hospitalisations, la diminution du nombre des cas, oui, on va prendre des vacances. Puis ça va être des vacances bien méritées. Je ne dis pas qu'avant, ce n'était pas bien mérité, mais... Vous allez pouvoir l'apprécier. Mais à l'intérieur du Québec, j'imagine. Ah oui, définitivement. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, de votre temps. Merci Caddy de m'avoir invitée. Tout le plaisir fut pour moi. Voilà. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Heureuse de vous retrouver, le beau temps est là, on veut sortir alors qu'on se déconfine progressivement. Voici une liste des espaces qui sont ouverts à Laval. Depuis le 29 mai, les 9 bibliothèques de Laval sont en réouverture progressive et depuis le 4 juin, les retours se font via les chutes extérieures. Les emprunts se font en ligne et le retrait est planifié sur place de façon sécuritaire selon l'horaire que vous communiquera votre bibliothèque de quartier. Vous avez encore jusqu'au 30
30 juin pour rapporter vos emprunts effectués avant le confinement, date à laquelle les prêts enregistrés à votre dossier ont été renouvelés automatiquement sans frais. Des rendez-vous annuels tels que le club de lecture d'été TD 2020 se déroulera entièrement en ligne. Sur le site des bibliothèques de Laval, rendez-vous à la page dédiée et une foule d'activités amusantes pour les 0 à 12 ans attendent les jeunes lecteurs et leurs parents. Bande dessinée web, blagues, questions, quiz, des pages à colorier, des histoires à finir. Et en ouvrant une session, les jeunes lecteurs peuvent même recommander à d'autres des lectures, des livres qu'ils ont lus, se constituer un carnet de lecture en ligne et gagner même des écussons, tout ça pour les encourager à la lecture. Concernant les parcs et les piscines, dans les parcs de vos quartiers, vous le savez maintenant que les aires de jeux pour enfants sont désormais accessibles. Quant aux piscines et pataugeoires, des mises à jour sont effectuées, donc visitez le site de la ville pour savoir si celles de chez vous, de près de chez vous, sont déjà ouvertes. Au centre de la nature, la promenade sur les sentiers de marche est possible. Ce sont donc 5 km de sentiers piétonniers qui sont accessibles pour observer la nature, faire de la randonnée pédestre ou encore faire de l'exercice. Les sentiers sont accessibles tous les jours de 8h à 22h. À vélo, vous pourrez emprunter le circuit cycliste en toute sécurité. Les modules de jeu situés à 2 mètres de la ferme sont accessibles selon un horaire modifié afin de respecter les consignes gouvernementales. D'autres activités et lieux sont cependant suspendus, tels que la ferme, la serre tropicale, l'observatoire astronomique, la piscine et ses jeux d'eau ou encore les animations culturelles. Pour une mise à jour des services offerts, laval.ca, Centre de la nature. Pour terminer, depuis hier a lieu le Festival international de jazz de Montréal. Covid-19 oblige, cette 40e édition du plus grand festival de jazz au monde est entièrement virtuelle et se déroulera jusqu'au 30 juin. Durant ces 4 jours, vous pourrez profiter de chez vous et gratuitement des performances d'artistes locaux en direct de la salle L'Astral. Parmi ces artistes, Dominique Fils-Aimé, qui est nommé au prix Juno et en lice pour le prix Polaris, Charlotte Cardin, Elisapi, Pierre Quenders, Jelly Tapa, Baya, le pianiste Jean-Michel Blais et bien d'autres. Ces moments musicaux vous sont offerts sur différentes plateformes numériques ainsi que sur le site montrealjazzfest.com. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons la cantatrice, une artiste incroyable, Jelly Tapa. Jelly, pour parler du Festival de jazz de Montréal, tout le monde pensait qu'il n'y en aura pas de jazz cette année. Mais non, il y aura du jazz en l'air, une belle initiative avec des concerts en numérique. Et dans la programmation, nous avons Jelly Tapa que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Jelly. Bonjour Adi, comment ça va? Ça va bien, c'est un plaisir de te revoir Jelly. Ça me fait plaisir aussi. Voilà. Merci. Après tous ces mois-là de confinement, on va d'abord parler de la COVID-19, ce grand traumatisme qu'on a vécu en 2020. Comment l'avez-vous vécu en tant que personne, comme maman, mais aussi comme artiste? Vraiment, comme maman, comme artiste et puis comme citoyen, moi en tout cas, je l'ai vécu sur 3 paliers différents. D'abord, comme tout d'un coup, parce que l'été commençait, tout d'un coup, les contrats, je partais en Europe en tournée, je revenais pour aller en Colombie, je partais encore en Espagne et tout. Donc, et puis le Canada, tous les dates qui étaient là, je l'ai vécu en tant qu'artiste comme tout vient d'être arrêté là. C'est une année perdue là. Tu vois, je l'ai vécu comme ça. Et là, en tant que mère, je viens de voir que mes enfants, autant que moi et tous les autres, nous sommes perdus. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le monde entier, on est poigné avec quelque chose, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, de sécuriser les enfants et de les réconforter et d'être là, d'être présent pour les enfants. Et en tant que aussi citoyen, de voir aussi les gens qu'on aime
des gens même qui nous protègent, de les voir mourir, de voir nos aînés partir, voir des gens, des amis proches de moi qui ont été victimes du Covid. Donc, les voir vraiment souffrir, ça a été dur aussi. Donc, les vivre comme étant mère, comme étant artiste, comme étant citoyen, c'était très dur. Mais d'accord. On est fort. Voilà. Mais on est des êtres résilients, une société résiliente aussi. Donc, ça a quand même mis en avant une solidarité humaine incroyable, je pense. Énorme. Absolument. Énorme. Voilà. Tu as parlé de cette réalité comme artiste, mais pour toi, une année 2019 qui avait vraiment très bien fini, puis 2020 qui commençait de façon extraordinaire. Tu as été nominé Révélation Radio-Canada, avec la sortie de Barocan qui a eu un énorme succès. Donc, comme tu dis, arrêter, oui, mais quand même la satisfaction d'avoir réalisé de grandes choses avant. Oui. Là, je suis, moi, très, très satisfait de mon année 2019. Mais mon année 2020 était énorme. Était vraiment énorme. Je partais à la nomination de Gino. Je suis nominé en Gino Musique du Monde. Donc, j'avais préparé ma robe, préparé ma valise. Tout était prêt pour aller, pour moi, aller prendre mon trophée. Donc, j'étais confiante. Et là, il y avait tout ça. J'étais vraiment fière de ce que j'avais fait en 2019. Et l'année 2020 était vraiment une année aussi de me dire, OK, là, on va attaquer l'extérieur, le monde entier. Là, on sort du Canada. Ça, c'était vraiment... J'étais rendu là, qu'on sortait du Canada. D'accord. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est encore possible, hein? C'est possible, c'est ça la beauté de la chose, c'est la beauté aussi de se dire, OK, c'est pas fini là, c'est pas la mort, c'est pas une fatalité en tant que telle, c'est quelque chose qui est là, on doit le vivre, mais on doit apprendre à vivre avec ça. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Donc dans toutes les façades de notre vie, elle va avoir un impact. Donc, heureusement, les festivals, il y en a qui vont pas peut-être survivre à ça, mais il y en a qui vont rester. Et ce n'est pas toutes les maisons de culture ou les productions qui vont survivre à ça, mais nous sommes capables de se réorganiser aussi d'une manière pour que ces choses-là puissent continuer, mais peut-être avec une autre vision. D'accord. Et parlons de cette vision, une vision qu'a embrassé le Festival de Jazz de Montréal, donc avec une édition numérique, pour que vous, ces artistes-là, qui avaient une année extraordinaire, qui vous attendaient à de grandes choses, que ça ne soit pas une année perdue. Donc, on a une édition numérique du Festival de Jazz. En quoi cela consiste? C'est quand? Puis, c'est quoi la programmation, en fait? Il y a une super belle programmation du Festival de Jazz. C'est numérique là, vraiment c'est magnifique comment ils l'ont pensé, comment des artistes aussi qu'ils ont choisi. Il y a même ma sœur Dominique Fils-Aimé qui va être là aussi. Là, elle est Révélation Radio-Canada Jazz. Elle est dans la programmation. C'est de penser aussi à ces artistes comme moi, Révélation 2019, 2020 qui allait être une année magnifique pour moi, de nous mettre dans cette programmation-là. C'est comme nous dire, vous contribuez aussi à cette année, même si comment, on veut vous faire sentir bien. D'une manière, c'est comme si c'était un réconfort aussi, et puis nous dire que c'est possible, tout n'est pas perdu. Donc je le vois comme ça, et puis je pense que c'est super bien pensé parce que l'équipe est magnifique. Les gens qui sont autour, tout est bien, tout est vraiment mis en place pour que la santé soit protégée, pour que les gens qui viennent là, qu'on les accueille bien aussi, et que l'enregistrement s'est fait super, et que la projection, et que le monde entier nous voit, et que le monde entier voit que ces artistes sont vivants, ces artistes continuent à faire de l'art, et que l'art n'est pas mort, tout simplement. Mais non. C'est ça. Une programmation extraordinaire, tu l'as dit, Djely, mais aussi diversifiée. Tu as parlé de Dominique Fils-Aimé, mais il y a aussi Elissa Pi, il y a Bia, il y a Clairel. Donc, j'ai vu un peu la programmation vraiment magnifique. Donc, on met la diversité en avant.
puis les captations. Donc, c'est vraiment bien pensé, comme tu l'as dit. Les captations chez Spectra, c'est ça? Oui, les captations chez Spectra, exactement. Et les projections vont se faire du 27 au 30. Donc, du 27 au 30, il va y avoir ce magnifique programmation qu'on vient juste de dire, très diversifiée, très, moi je dirais très montréalais, très canadien. Oui, parce que ce sont des artistes locaux. Nous sommes là, c'est nous là. Des fois, des situations comme ça qui nous fait penser à nous, c'est-à-dire le nous, pas le nous singulier, mais le nous pluriel. Donc, de penser à des gens qui sont proches de nous, de penser à des artistes qui sont là. C'est vrai, on est chanceux que chaque année, on reçoit des jazzman ou des gens qui viennent de partout, mais cette fois-ci, c'est le Québec, c'est le Canada, c'est ici, c'est chez nous. Donc, il y aura une diversité culturelle québécoise, canadienne qui sera lors de cette programmation du 27 au 30. OK. Puis au lieu de recevoir, on projette le Québec à l'extérieur. On projette le Québec à l'extérieur du monde. Voilà. En tout cas, merci Yeli. Un dernier mot comme artiste dans la période pendant et post-Covid. Avez-vous des inquiétudes? C'est mon inquiétude. Voilà. Oui, je suis un tout petit peu inquiet de tous ces engouements aussi pour le numérique. C'est intéressant. Il ne faut pas rejeter le développement, il ne faut pas exiter la technologie. Ça nous sert aujourd'hui. Ça me sert de vous parler. Mais j'ai juste peur que nous, les artistes, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de la chaleur. Nous avons besoin de notre public. Et nous, comme je disais aussi à un de mes amis, les gens ont souvent le prétexte de dire « je m'en vais voir le spectacle ». Ce n'est pas la musique qui s'envoie écouter ou ce n'est pas les expositions. C'est les humains qui vont chercher. Donc, ce contact humain que nous avons, j'ai peur qu'on le perd avec cette numérisation. Donc, il faut penser à une autre méthode aussi qui n'est pas seulement numérique. On n'a pas envie de perdre nos festivals de dehors, nos concerts à l'intérieur, nos concerts avec le public. On a envie de sentir les gens, on a envie que les gens sortent, qui se fréquentent, qui se font des câlins, Il faut trouver un moyen. Il faut trouver un moyen pour ne pas rester dans le monde virtuel parce que ça nous déshumanise un peu. Okay. C'est ça ma... Voilà, une préoccupation que semblent partager beaucoup de tes collègues musiciens. Nous aussi, on a hâte de vous revoir dans nos studios, pas seulement en appel Skype et Zoom. Merci Yeli. Puis bon festival. Bon festival. Merci. J'invite tout le monde à suivre cette programmation numérique spéciale, riche et colorée. Voilà, merci à vous qui nous suivez à la maison aussi. Puis on vous invite à aller voir la programmation, cette riche programmation du Festival de jazz numérique sur leur site internet Jazz Fest et à soutenir les artistes locaux qui vont se présenter par une présence numérique forte. Et on vous dit à la semaine prochaine.